Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, je m'appelle Corentin Orsini. Effectivement, je suis formateur ici chez Créactif en création d'entreprise. Et comme tous les autres formateurs chez Créactif, je suis surtout chef d'entreprise, entrepreneur. J'ai créé plusieurs sociétés, plusieurs entreprises avec plusieurs statuts différents, auto-entrepreneur, entreprise SARL et puis société SAS. Donc, je connais bien ces histoires de création d'entreprise et puis de développement d'entreprise pour en avoir créé et développé plusieurs ces dernières années. Alors là, l'idée aujourd'hui, c'était de commencer par un sujet qui revient parfois dans les discussions actuellement. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui pour entreprendre suite ou pendant le Covid-19, pendant cette crise du Covid-19 ou après cette crise du Covid-19? Est-ce que c'est une bonne idée de créer son entreprise, créer son activité? On essaiera de voir quelques éléments pour répondre à cette question, sachant que de manière générale, on dit toujours, bah oui, en fait, c'est jamais le bon moment pour créer sa boîte. Et donc, on peut aussi le voir de l'autre côté, c'est toujours le bon moment pour créer sa boîte. C'est un peu ce qu'on verra ensemble. Donc, Créactif, vous savez ce que c'est. Vous avez le site internet ici, les coordonnées, le téléphone, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre tous les contacts que vous souhaitez. Donc, suite au Covid-19, est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre? Donc, d'abord, évidemment, ça ne vous a pas échappé, le Covid-19, c'est forcément une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique. Crise économique qui a démarré, on va dire, partiellement, parce que forcément, on a déjà vu quelques business, quelques commerces, quelques sociétés souffrir, mais elle ne fait que démarrer. Évidemment, elle va s'intensifier, cette crise économique, puisqu'il y a une certaine inertie en France, puisqu'on a pas mal d'aides. On a pas mal d'aides, les commerçants ont pas mal d'aides, les entrepreneurs freelance ont pas mal d'aides, etc., etc. Et donc, toute cette inertie fait que il y a un décalage de quelques mois, mais forcément, il va y avoir beaucoup de faillites qui vont arriver. Et malheureusement, la fin des confinements, la fin des couvre-feux, etc., ne sonnera pas la fin de l'impact économique. Pour l'instant, c'est un petit peu artificiel. Hein. Si on regarde les marchés boursiers, ils sont euphoriques actuellement parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, etc. Il y a beaucoup d'aides, il y a d'argent qui circule, mais il y a un moment où, de toute façon, il faudra commencer à payer tous ces prêts qui ont été faits notamment. Alors, les prévisions économiques du côté de l'offre et du côté de la demande, ça donne quoi? Ça donne que il va y avoir beaucoup de faillites d'entreprises. Qui dit faillite d'entreprise dit perte d'emploi, surtout évidemment les emplois précaires, hein. C'est ceux qui souffrent en priorité, les emplois précaires et puis aussi tout ce qui est économie au noir, etc. Donc chômage en hausse. Donc, perte de production, trésorerie des entreprises qui va s'effondrer ou qui s'est déjà effondrée, parce que évidemment, hein, quand vous n'avez pas de rentrée dans une entreprise, forcément, vous cramez votre trésorerie. Et puis, quand il n'y a plus de trésorerie, c'est la faillite. Donc, plus assez d'argent pour faire tourner l'entreprise. Imaginez que vous n'avez plus de trésorerie dans votre entreprise, vous ne pouvez plus commander les produits que vous voulez vendre ou les services que vous voulez vendre. Pénurie de matières premières, ça se vérifie déjà. Vous avez certainement vu aux informations. Hein. Il y a de moins en moins de matières premières. C'est difficile de les acheminer. Leur prix explose. Le prix des transports explose. Le prix des matières premières elles-mêmes explose. Donc, c'est difficile du côté de l'offre. Et du côté de la demande, c'est difficile aussi. Et ça va être de plus en plus difficile parce qu'il va y avoir un gel d'investissement, un gel d'embauche. Donc, encore une fois, un chômage en hausse. Un ajustement des dépenses des ménages. Aujourd'hui, les ménages, pour l'instant, ils ont plutôt épargné. En tout cas, les ménages salariés, ils ont plutôt épargné, contraint à l'épargne. Mais au bout d'un moment, forcément, quand tout va rouvrir et que la situation économique va plus se tendre, l'épargne va revenir. Et on va, même si on va voir un gros pic de demande quand toutes les vannes vont être ouvertes parce que tout le monde va avoir envie de consommer, d'aller au restaurant, de voyager, etc. Mais ça va durer peut-être quelques semaines, quelques mois. Et puis après, forcément, il faudra payer le prix de toute cette crise. Et donc, forcément, la demande globale, à moyen terme, devrait ralentir. Alors,
entre guillemets, tout ça, c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est pas grave? Parce que en fait, est-ce que vous saviez que certaines des plus grandes entreprises que vous connaissez tous et toutes, Walt Disney, Microsoft, Apple, mais aussi plein d'autres, hein, Facebook, et cetera, sont nées en temps de crise? Walt Disney, 1929, forcément, vous vous souvenez de vos cours d'histoire, 1929, c'était pas une année super, dans l'histoire économique. L'année, d'un gros, crash boursier notamment et puis, une crise économique qui a commencé et qui s'est ensuite étalée dans les années 30. Donc Walt Disney a été créé à ce moment-là. Microsoft et Apple ont été créés pile au moment du choc pétrolier. Donc pareil, une période maintenant, avec le recul, qu'on voit difficile. Et effectivement, c'était une période difficile. Facebook, pareil, en 2003, création en 2003, seulement 2 ans après l'explosion de la première bulle Internet, c'était une période où les financements étaient à sec. Beaucoup de gens avaient perdu beaucoup d'argent lors des folies et de la bulle 99-2000. Et pourtant, Facebook s'est créé en 2003 et aujourd'hui est l'une des plus grosses entreprises les plus valorisées aux États-Unis. Alors, pourquoi en fait ces entreprises arrivent à performer quand même, même si elles sont nées en temps de crise? En fait, simplement parce que ceux qui résistent, les entrepreneurs qui arrivent à résister aux crises, ils demeurent souvent ceux qui vont prendre les parts de marché par la suite, c'est-à-dire ils ont prouvé une certaine résilience, et ça c'est vraiment une qualité qu'il faut avoir comme entrepreneur, c'est la résilience, faire le dos rond pendant les mauvaises années par exemple, se prendre des coups. Et puis ensuite, en période faste, en période de croissance économique, vous êtes super bien armé pour prendre des parts de marché et faire de la croissance. C'est le cas de ces entreprises, c'est le cas de plein d'autres entreprises. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est pourquoi je me lancerai maintenant en période de crise? Parce que l'idée reçue, c'est plutôt quand même de se dire, faisons le dos rond, restons au chaud et on créera plus tard quand ça ira mieux. Alors c'est vrai que les banquiers pourront être en ce moment un peu plus regardants sur la validité des projets avant de prêter de l'argent, par exemple. D'où notamment l'intérêt de se former à faire des business plans solides, de se former à convaincre, de se former à pitcher, de se faire aider sur tous ces aspects-là. Parce qu'en fait, mettez-vous dans la peau d'un banquier. Le banquier, il reçoit toute la journée des projets et des porteurs de projets. À votre avis, qui il va privilégier entre un projet A et un projet B? Si le projet A, la personne présente bien, lui présente un business plan solide, sérieux, montre qu'il ou elle a creusé les chiffres du marché, s'engage, etc., etc. Et le projet B, où la personne arrive main dans les poches, n'a pas même pas pris le temps de faire un prévisionnel financier, semble débarquer, etc. C'est évident. Évidemment, on va avoir plutôt tendance à faire confiance au projet A. D'où la nécessité de bien se préparer, bien se former. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il est intéressant de se lancer en temps de crise? Parce que d'abord, il va y avoir une diminution du nombre de concurrents. Les concurrents, c'est les autres entrepreneurs qui se lancent en même temps que vous sur votre créneau. Pourquoi il va y avoir une diminution du nombre de concurrents? D'abord, parce qu'on l'a déjà dit, il va y avoir beaucoup de faillites d'entreprises. D'accord? Donc, qui dit faillite dit nouvelles opportunités. Il va y avoir aussi plein de gens qui vont abandonner leur projet de création, le reporter parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils se disent oula, j'attends des jours meilleurs pour créer, et que justement, vous aurez des acteurs déjà existants qui font faillite, plus des gens qui ne se lancent pas, ça laisse une belle place pour ceux qui se lancent. Vous voyez, moins 25% de création d'entreprise en mars 2020, par exemple, au premier confinement. C'est énorme. Ensuite, un grand nombre de chefs d'entreprise, souvent proches de la retraite, vont préférer céder rapidement leur affaire, leur business, pensant éviter les mauvais jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être plus facile de s'insérer sur un marché en tant que nouvel entrant. Ça va être plus facile de récupérer des parts de marché. Il va y avoir des locaux immobiliers disponibles sur le marché, plus d'offres, moins de demandes. Un exemple, après la crise de 2008, le marché de l'immobilier a chuté de 25% en quelques mois à Paris, 10% sur l'ensemble du territoire. Et de nombreux fonds de commerce à saisir, plus d'offres et moins de demandes. On l'observe déjà, nous, chez les clients de créatifs qui créent des entreprises autour de nous. On voit bien que certains entrepreneurs ont profité depuis mars 2020 d'un certain nombre de locaux vides sur le marché pour se positionner assez rapidement et pour développer rapidement plusieurs points de vente
alors qu'ils n'auraient pas forcément pu le faire 1 an ou 2 ans auparavant. Vous allez aussi avoir et rencontrer un environnement moins agressif. Pourquoi? Parce que les entreprises existantes, les acteurs qui sont en place, eh bien, ils vont être tournés vers elles-mêmes. Elles vont essayer de réduire leurs coûts, elles vont essayer d'augmenter leurs marges, elles vont essayer de scruter les ventes, elles vont essayer en réalité de poursuivre leur activité coûte que coûte, à tout prix, éviter la faillite. Donc, elles n'auront pas les yeux sur le marché pour voir les nouveaux entrants. Donc, elles seront probablement sceptiques de votre succès pendant la crise et ne vous considéreront pas comme un concurrent dont il faut se méfier. Donc, moins de concurrents, moins d'entreprises qui communiquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, vous pouvez vous insérer plus facilement sur votre marché et il vous sera peut-être plus facile de communiquer auprès de vos consommateurs qui d'habitude sont assaillis de toutes parts. D'accord? Donc, le nerf de la guerre, quand vous créez, c'est forcément de vous faire connaître votre activité. Faire connaître votre activité, c'est comment on fait? On fait de la publicité, on fait de la communication. Et dans ces périodes de crise, la publicité et la communication, elle coûte moins cher. Elle est plus facile, il y a plus d'espace dans les médias pour aller parler. Et donc, si c'est plus facile, si c'est moins cher, c'est plus facile d'émerger. Regardez en ce moment le genre de publicité que l'on voit à la télé, dans la presse, etc. On voit des entreprises que l'on ne voyait pas il y a 2 ou 3 ans, qui n'avaient pas forcément les moyens de communiquer et qui les ont maintenant aujourd'hui parce qu'il y a moins de concurrence sur ce créneau de la publicité. Ensuite, vous allez trouver de bons profils à moindre coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, à un moment donné, quand vous vous lancez, vous avez besoin de profils, de vous entourer, de freelance, de stagiaires, d'employés, etc., etc. Et tous ces gens-là, comme le chômage va augmenter, forcément, ça va être plus difficile pour les personnes de trouver un travail. Et les jeunes diplômés, ils ont également plus de mal à trouver leur premier emploi, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais actuellement, les jeunes diplômés, ils ont du mal à trouver des stages, ils ont du mal à trouver des premiers jobs parce que ça embauche pas trop en ce moment. Et donc, majoritairement, ce sont les emplois précaires qui sont touchés, mais aussi des cadres, employés et ouvriers qualifiés. Donc, tous ces gens-là, ils vont pouvoir éventuellement être plus disponibles pour vous, petit entrepreneur, alors qu'avant, ils auraient dit: «OK, moi, je préfère peut-être aller être embauché par une grande entreprise». Et bien là, aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas forcément trop le choix et qu'ils vont pouvoir plus facilement vous rejoindre. Donc, hausse de la main-d'œuvre qualifiée disponible, prêt à revoir à la baisse leurs prétentions salariales et baisse du temps de recrutement, baisse des charges liées à cette tâche. Il y a un truc aussi à ne pas négliger en France, ce sont toutes les aides gouvernementales à prévoir. Pourquoi? Parce que l'État a déjà mis en place plusieurs aides pour soutenir les entreprises en difficulté. Vous avez évidemment suivi tout ce qui est PGE, prêts garantis par l'État, etc. Ralentissement de l'économie post-Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement sera probablement amené à relancer avec des aides pour les entrepreneurs, comme ça avait été le cas après la crise de 2008, par exemple. Aux entreprises de moins de 10 salariés, une aide financière avait été versée pour toute nouvelle embauche. Donc, ce sont des aides financières dont vous ne pourriez pas bénéficier dans un autre contexte. Donc, toujours intéressant. Vous avez vu, par exemple, qu'actuellement, embaucher un apprenti en apprentissage, ça ne coûte presque rien. Adopter les bonnes habitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réussissez en temps de crise à créer votre entreprise et à la développer, encore une fois, vous serez résilient, vous aurez adapté les bons comportements, les bonnes habitudes pour qu'ensuite, en période faste de croissance, vous soyez très bien positionné. Vous optimiserez vos budgets et éviterez les dépenses inutiles. Vous focaliserez sur votre efficacité et votre rentabilité. C'est la meilleure façon de vous forcer à prendre de bonnes habitudes dans la gestion de votre entreprise. Et ces bonnes habitudes, elles devront rester après la crise et vous permettront d'optimiser votre trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur. Vous êtes au chômage suite au Covid-19, justement, c'est super, c'est le moment de vous lancer. Pourquoi? Parce qu'en France, justement, on a accès à des programmes spécifiques de Pôle emploi pour créer son entreprise. Donc, le bon moment, il n'est jamais dépendant uniquement de facteurs externes, mais aussi internes, votre situation personnelle. Vous aurez peut-être plus de mal à retrouver un emploi dans cette période de crise. Vous continuerez de toucher vos allocations chômage en créant votre entreprise. Une expérience dans l'entrepreneuriat, de toute façon, sera valorisée sur le marché du travail et de toute façon, vous apprendrez plein de choses ce faisant. Donc, utilisez le temps que vous avez à votre disposition pour développer vos compétences en entrepreneuriat. Formez-vous sur gestion, compta, stratégie, marketing, technique de vente.
juridique, management, tout en continuant à percevoir un salaire, c'est quand même super confortable. Et qui sait, peut-être que vous ne reviendrez jamais au salariat. En effet, lancer votre entreprise en période de crise vous coûtera probablement moins cher qu'en temps normal. Maintenant, il vous reste quoi? Finalement, il vous reste à trouver le bon secteur d'activité pour vous assurer des rentrées d'argent régulières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un modèle économique solide. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu quels sont les secteurs d'activité porteurs actuellement pour se lancer, pour vous donner quelques idées. Donc clairement, la crise permet une redistribution des cartes avec de nombreuses nouvelles opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs en place, les sociétés en place, elles ne vont plus forcément être aussi solides qu'avant. Et donc vous, peut-être que ça vous laissera quelques brèches pour vous insérer sur le marché. Que ça fasse 10 ans que vous soyez installé ou que vous lanciez tout juste, vous vous retrouvez finalement au même stade, vous adaptez aux nouvelles tendances. Vous l'avez bien vu avec les commerçants qui doivent s'adapter au click and collect, etc. etc. Forcément, justement, tout ça, c'est des opportunités pour les nouveaux entrants. Et de toute façon, c'est toujours difficile d'aller chercher les 100 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Et donc, finalement, c'est peut-être un peu plus facile dans une période où il y a un peu moins de concurrence que dans une période où il y a beaucoup plus de concurrence. Et de toute façon, même sur un marché en baisse, sur une décroissance, eh bien, il y a quand même des entreprises qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à faire de la croissance. Tout comme dans les marchés en croissance, il y a quand même des entreprises qui arrivent à faire de la décroissance. Donc, ne vous focalisez pas sur les chiffres macro. Ça ne veut pas forcément dire que si l'économie baisse de 3 ou 4 ces prochaines années, ça ne veut pas forcément dire que vous baisserez forcément. Vous ferez peut-être des croissances à 2 chiffres, c'est possible. Alors, je vous propose un petit sondage Kahoot que je vais tout de suite lancer. Alors, du coup, toute la journée, vous allez avoir des petites questions, des petits quiz qui vont vous être posés pour que ça soit un peu plus interactif, comme on n'a pas la chance de vous avoir en vrai. Donc, il suffit de prendre votre smartphone et de taper kahoot.it. Donc, on vous laisse prendre votre smartphone, pardon. Vous tapez bien kahoot.it sur Safari ou sur Chrome, ou voilà, plutôt sur votre portable, comme ça c'est plus facile, ou sur votre ordinateur, vous pouvez également le faire. Et Corentin va le lancer et ça va vous donner un code PIN. Vas-y, je te laisse faire. Je peux lancer, c'est bon? Oui. Ok. C'est bon. Donc, c'est en train de se lancer. Et donc, le code PIN, je le donne? Je dois donner le code PIN, hein, c'est ça? Oui. Donc, c'est le 161 010. Alors, il faut que tu partages du coup la fenêtre du Kahoot pour qu'on ait les questions. Alors, hop. Il faut que tu arrêtes ta présentation, tu reviendras et tu repartages ta fenêtre du Kahoot. Ok. C'est bon comme ça? Hop. Oui, alors voilà, super, vous êtes déjà 47 à vous être connectés. Donc, pour rappel, on va voir ça toute la journée. Donc là, c'est la première fois, on va vous laisser un tout petit peu plus de temps pour que tout le monde prenne en main. Mais je vois que vous êtes tous au taquet. Donc, vous tapez bien www.kahoot.it, où vous pouvez même télécharger l'application, mais moi, je vous conseille pour aller plus vite de taper kahoot.it. On va vous demander un code PIN qui est le 161 010. Voilà, on va attendre. Voilà. « 161 010 ». C'est super, je vois que vous êtes tous hyper réactifs, hyper rapides. Voilà, on va juste laisser allez, encore 30 secondes pour les gens. Vous êtes déjà 127 à jouer avec nous. Voilà, donc le code PIN, c'est le 161 010. Voilà, donc on va faire ça. Je vous explique. Corentin va vous poser quelques petites questions.
Il y aura plusieurs choix de réponse, des vrais faux, des choix multiples. Vous répondez et ceux qui ont les bonnes réponses et les plus rapides, ils seront sur le podium. Il y a encore des gens qui se connectent. Hop. Allez, on va s'arrêter à 150. On attend que les derniers se connectent. Alors, pour les questions, on attend juste que tout le monde se connecte et enfin que les derniers. Allez, Corentin, tu peux lancer. OK. Les prochains, vous ferez le suivant si vous n'avez pas été assez rapide. Donc, la première question. D'après vous, quels sont les secteurs porteurs? On va voir si vous avez bien écouté. Vous avez plus que 10 secondes pour répondre. Alors, on a des bonnes tendances qui se dégagent. Restauration Internet. Alors, e-commerce, vraiment de loin le premier. E-commerce, vous avez raison, bah, vous verrez, on va en parler justement après. Les services, complètement, donc les services aux particuliers, les services aux entreprises. Internet, bon, bah, on peut le relier à l'e-commerce, mais c'est de manière effectivement plus globale et générale. Internet, donc tout ce qui est logiciel, tout ce qui est technologie. La formation, bah, effectivement, bienvenue au club. La restauration, je suis d'accord, le numérique, complètement. La santé, le digital. Vous allez voir que tout ça, on va en parler. Le service à la personne, le consulting, le conseil, l'éducation, vous avez raison, le bien-être. Alors tous, j'aime bien, il y a pas mal de gens qui ont répondu tous, et vous avez raison, en fait, effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours on peut toujours trouver des secteurs qui fonctionnent à tout moment, mais il y en a qui sont peut-être un peu plus faciles d'accès que d'autres. Le conseil, click and collect, numérique, loisirs. Qu'est-ce qu'on voit encore? Énergie renouvelable, complètement. Développement durable, je suis complètement d'accord avec vous. Alimentation. Reprise d'activité, intéressant. On a aussi des formations chez Créatif sur la reprise d'entreprise. Le tourisme, la logistique, le petite enfance, le bâtiment. Ouais, on est complètement d'accord. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous verrez les 4-5 gros blocs, là, e-commerce, Internet, formation, service, restauration. Justement, c'est ceux qu'on a cités juste après. Donc, vous voyez qu'on est à peu près en phase. Next. À titre personnel, dans quel secteur souhaitez-vous lancer votre entreprise? « 10 secondes. Alors, voyons le résultat. Est-ce qu'on est éloigné de ce qu'on a dit juste avant? Eh bien non, on n'est pas très éloigné, hein. Justement, c'est intéressant parce que vous me dites, OK, le secteur porteur pour moi, c'est l'e-commerce Internet et justement, je compte me lancer là-dedans. Bah, super, vous avez raison. La formation, pareil. La restauration, pareil. Le conseil est encore plus gros qu'il l'était au questionnaire juste avant, donc vous avez raison. C'est bien parce que le conseil, de toute façon, il y en a toujours besoin et c'est assez facile de se lancer dans le conseil, hein. Ça ne nécessite pas de gros investissements. Les services, c'est pareil, services à la personne ou aux entreprises. Le tourisme, pourquoi pas? Vous anticipez un rebond, j'imagine, du tourisme après cette crise parce qu'on a tous envie de voyager un petit peu. L'artisanat, c'est intéressant parce que l'artisanat, il n'avait pas trop été cité, je crois, à la question d'avant, mais vous êtes nombreux à vouloir vous lancer là-dedans, donc très bien. Conseil RH, OK. Digital, textile, tiens, marrant. On ne l'avait pas forcément vu juste avant. OK, donc vous voyez qu'il y a à la fois des secteurs qui vous paraissent porteurs dans lesquels vous voulez vous lancer, entre guillemets des opportunistes, mais dans le bon sens du terme, hein, et vous avez tout à fait raison. Dans l'entrepreneuriat, il faut savoir être opportuniste. Et il y en a aussi qui veulent suivre simplement leur voie.
l'artisanat, le textile, qui n'ont pas été cités dans les secteurs porteurs juste avant, mais c'est le projet d'une vie et vous avez complètement raison de vouloir vous lancer là-dedans. Voilà, merci pour votre participation. Je vais arrêter de partager cet écran et je vais reprendre la presse. Et voici. Alors, comme on l'a vu, certains secteurs sont des valeurs sûres, ceux qui répondent aux besoins de première nécessité comme l'alimentation. Vous l'avez cité d'ailleurs. Vous l'avez cité dans les secteurs porteurs. Avantage de l'alimentation, ils sont pérennes. On a tous besoin de s'alimenter, on aura tous besoin de s'alimenter, ça ne changera jamais. Donc forcément, même en temps de guerre, les commerces d'alimentation ils doivent rester ouverts et ils font du business. Avantage, ils sont pérennes. Inconvénient, la concurrence est rude. C'est clair, parce que comme tout le monde sait que c'est de la première nécessité, il y a plein de gens qui se lancent là-dessus et c'est difficile d'émerger. C'est moins risqué, mais ce n'est pas forcément les meilleures opportunités. Pourquoi? Parce que s'il y a plein de gens qui se lancent dans un secteur, forcément, au bout d'un moment, les marges, elles ont tendance à baisser parce que tout le monde se fait la guerre. Au contraire, certains secteurs sont mis à rude épreuve pendant cette crise, comme la restauration. Donc là, vous voyez que c'est marrant parce que l'alimentation et la restauration, on peut se dire, c'est assez proche. Et finalement, si vous réfléchissez, pendant la crise du Covid, ceux qui vendent de l'alimentation, donc les supermarchés, ils ont explosé. Ça marche super fort. Et ceux qui vendent de l'alimentation à consommer sur place, qu'on appelle donc les restaurants, eux, ils ont eu vraiment beaucoup de mal. Alors, l'avantage, c'est que la concurrence, maintenant, elle est moins rude, elle va être moins rude. Inconvénient, nécessite une vraie innovation répondant aux nouveaux besoins du consommateur. Vous avez bien vu, entre les restaurants qui ont su s'adapter très rapidement, faire de la vente à emporter, de la livraison, qui sont super bien sortis pour certains, et ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter, qui n'ont pas réussi à pivoter, à être résilients, etc., le gouffre, il est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Alors, les crises, elles bouleversent notre quotidien et elles font apparaître de nouvelles tendances. S'il y a vraiment un conseil à vous donner, c'est soyez à l'écoute de ces nouvelles opportunités. Discutez avec vos clients potentiels pour comprendre leurs besoins. C'est un truc bateau, mais il faut savoir ce que le client veut pour lui offrir sur un plateau. Il faut pas, quand on est entrepreneur, il ne faut surtout pas développer quelque chose et ensuite essayer de le vendre et se rendre compte que finalement, il n'y a pas de marché. Non, il faut regarder ce qu'il y a sur le marché, regarder ce que les clients demandent, les consommateurs demandent, veulent, et en quoi ils sont frustrés, en quoi ils se posent des problèmes sur le marché, et répondre à ces problèmes en proposant à vos clients potentiels ce qu'ils veulent. Alors, parmi les secteurs qui nous a paru intéressant d'aborder, il y a la technologie, la tech, comme on dit maintenant. Alors, il ne vous a pas échappé que la technologie, elle est partout autour de nous. Et cette crise du Covid, en 12-18 mois, elle a accéléré de manière incroyable l'utilisation de la technologie par tout le monde. Vous avez bien remarqué que même les restaurateurs les plus réticents se sont mis à faire du click and collect, se sont mis à faire des menus, les updater chaque jour sur Facebook, etc. etc. Oui, ils n'avaient pas le choix. Et vous avez forcément vu que, forcément, en face, les clients, ils se sont adaptés pareil. Donc ça, c'est vrai dans la restauration, mais c'est vrai dans tous les secteurs. La technologie, elle touche tous les secteurs. Il y a un grand investisseur américain qui dit « Software is eating the world ». Le logiciel est en train de manger le monde. Et il a raison. C'est ce qu'on appelle la transformation digitale. Vous avez vu qu'un certain nombre de cadres de col blanc travaillent beaucoup aujourd'hui à distance, grâce à des outils digitaux, forcément. Vous avez vu le développement des assistants digitaux et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous avez vu les besoins colossaux des entreprises en développement informatique. Ils embauchent des armées de développeurs informatiques, de graphistes, d'illustrateurs, d'intégrateurs, de codeurs, de programmateurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une formation de développeur informatique, il reçoit chaque jour 10 ou 20 offres d'emploi sur LinkedIn. C'est vraiment hallucinant. Tout simplement utiliser la technologie dans un métier traditionnel pour être plus efficace que les concurrents. Oui, vous n'avez pas forcément besoin de révolutionner le secteur technologique pour avoir du succès là-dedans. Vous pouvez très simplement utiliser des outils technologiques
dans un secteur qui est plutôt traditionnel pour l'améliorer, pour l'automatiser, le digitaliser, le processer et pour gagner des parts de marché et de la rentabilité par rapport aux concurrents, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme autre secteur? On a la santé, évidemment. La crise du Covid nous l'a montré 100 fois. Mais avant même la crise du Covid, c'était un secteur dans lequel de nombreuses startups innovent, et puis un secteur qui recrute à tour de bras. Dans les services aux particuliers, évidemment, on manque de main-d'œuvre dans ce créneau-là. Les téléconsultations, évidemment, vous avez suivi tout ce qui est aussi prise de rendez-vous à distance. Vous connaissez tous et toutes Doctolib. Doctolib, c'est une société créée il y a moins de 10 ans, il y a 7 ou 8 ans, et qui aujourd'hui est valorisée plus d'1 milliard d'euros, donc qui fait partie de ce fameux club des licornes, des sociétés qui se développent très rapidement et qui atteignent des valorisations très hautes, plus d'1 milliard. Doctolib est une de ces sociétés-là impressionnantes. En 7-8 ans, a réussi à faire une croissance phénoménale sur la réservation de créneaux médicaux et également pas mal d'acteurs sur la téléconsultation médicale, évidemment, qui se développe aussi, vous l'avez vu. Et tout ce qui est secteur des data aussi, des données médicales, de l'information médicale, tout ça, c'est un secteur aussi qui a le vent en poupe. Le e-commerce, alors ça tombe bien, vous l'avez cité juste avant dans le questionnaire. Le e-commerce, c'est clairement un secteur qui connaît une croissance non seulement depuis 20 ans, chaque année énorme, mais encore plus depuis 18 mois. C'est phénoménal la croissance évidemment du e-commerce parce que on a tous été obligés d'acheter à distance ces derniers mois. Tout ce qui est livraison, tout ce qui est vente à emporter, click and collect, tout ce qui est phygital. Phygital, c'est quoi? C'est la contraction entre le business physique et le business digital, le drive. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des opportunités, ce n'est pas seulement de créer seulement un site e-commerce et de faire de la vente à distance. Aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de ça. Vous avez vu, même Amazon, aujourd'hui, ouvre des boutiques physiques. Aujourd'hui, les détaillants physiques, ils ouvrent des sites Internet, mais aussi du click and collect, mais aussi du drive. Aujourd'hui, on parle d'omnicanal. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous vous lancez dans quelque business que ce soit, vous devez avoir une présence sur le digital en e-commerce. Même si vous êtes une petite quincaillerie, un petit business traditionnel, artisanal, vous devez avoir au minimum une vitrine sur Internet et mieux vendre sur Internet. Aujourd'hui, en 2 heures, même pas, vous configurez un site e-commerce sur Shopify. Ça vous coûte 30 $ par mois, 30 € par mois. Vous avez un site e-commerce fonctionnel, beau, bien référencé, etc. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y mettre aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Autre secteur intéressant pour entreprendre, évidemment, vous allez me dire, en ces temps de virus, c'est la propreté et l'hygiène. Vous avez vu certainement pas mal d'entreprises exploser ces derniers mois avec tout ce qui est gel hydroalcoolique, masque, évidemment, mais aussi, vous avez certainement vu, si vous êtes allé dans des hôtels, que les chambres ont été complètement désinfectées entre chaque client, etc. etc. Tout ça, ça fait appel à des entreprises spécialisées, des produits spécialisés. Donc, c'est un secteur assailli par la demande, que ce soit en B2B ou en B2C, avec notamment des produits écologiques, du Made in France. Vous avez vu l'émergence de plein de boîtes de nettoyage, que ce soit pour nettoyer votre voiture, que ce soit pour nettoyer votre appartement, que ce soit pour nettoyer votre entreprise, qui vont utiliser des produits écologiques, des produits bio, des produits locaux, etc. etc. Et justement, en parlant de ce type de produit, tout ce qui est ce qu'on appelle le green business, donc l'économie verte, le développement durable, forcément, ça a le vent en poupe déjà depuis 5, 10, 15 ans, mais encore plus depuis 18 mois, puisqu'évidemment, on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure idée de faire venir des produits de l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la meilleure idée de dépenser du kérosène pour se déplacer, dépenser de l'essence pour se déplacer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de proposer une transition vers une économie durable, proposer des produits et services avec moins d'impact CO2 que ce qui est sur le marché. Vous avez vu un peu les véhicules électriques, comment ils se développent énormément, hybrides et électriques. Aider les entreprises à baisser leurs émissions de CO2, ça peut être un truc. Par exemple, vous pouvez très, très facilement vous lancer comme en tant que consultant, en tant que service, pour aider justement à la transition. Tout à l'heure, on parlait d'aider à la transition numérique.
mais on peut aussi aider à la transition écologique. D'accord ? Vous avez des convictions fortes, des connaissances fortes dans un domaine, bah, aider les entreprises ou les particuliers à moins consommer ou à consommer différemment ou à consommer plus propre. Ça, c'est un business aujourd'hui qui, qui peut forcément fonctionner puisque il y a de la demande dans cette transition écologique. Le service à la personne, on en parlait déjà depuis des années, même avant le Covid, hein, notamment auprès de la Silver Generation, donc les plus vieux, la lutte contre l'isolement, tout ce qui est transport, soins, confort, matériel médical pour tous ces gens-là, pour les seniors. Vous avez aussi possibilité d'innover, même dans ces secteurs qui paraissent justement anciens. Ben non, justement, vous avez vu toute l'innovation qu'il y a eu dans l'éducation ces dernières années avec Montessori, avec des écoles spécifiques, etc., bah, à transposer, pourquoi pas, pour les seniors. Le transport de marchandises, la logistique, la supply chain, tous ces secteurs, plus particulièrement évidemment la livraison de repas à domicile, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a derrière, bah forcément, vous avez peut-être vu et entendu parler de ce phénomène des dark kitchens. Les dark kitchens, c'est quoi? C'est en fait des restaurants qui n'ont pas pignon sur rue et donc qui font des économies de loyer parce que en fait, ils s'installent dans des zones où les loyers sont pas chers du tout et donc ils vendent uniquement, par exemple, sur les plateformes de livraison de repas comme Uber Eats ou comme d'autres plateformes comme ça. Et il y a évidemment aussi, pour faire le lien avec le secteur d'avant, des demandes en hausse pour du transport écologique, pour un haut niveau de service, les livreurs en transport en commun, par exemple, etc., etc., etc. On peut citer également l'industrie. Alors, ce n'est pas forcément justement un secteur qui vient tout de suite en tête. Quand on parle d'entrepreneuriat, on se dit, tiens, l'industrie, non, parce que ça demande des investissements lourds, etc. Mais pourquoi pas vous focaliser sur des productions à haute valeur ajoutée. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous voulaient se lancer dans l'artisanat. Bah, l'artisanat, si vous commencez à le processer, à le digitaliser, à l'automatiser, bah, vous pouvez faire peut-être une industrie de pointe, des productions de niche, et vous pouvez aussi utiliser des logiciels d'optimisation de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez peut-être plus efficace que ceux qui sont déjà sur le marché depuis 30 ans et qui utilisent des vieilles méthodes. Peut-être que si vous arrivez avec des nouvelles méthodes, vous pouvez arriver à être plus efficace qu'eux. Ça veut dire plus rentable qu'eux, plus de marge qu'eux et plus de développement potentiel. Vous pouvez aussi faire du conseil, du consulting ou bien justement travailler dans cet univers de logiciels d'optimisation de la production, c'est-à-dire comme sous-traitant ou prestataire de services pour tout ce monde de l'industrie, parce que ce monde de l'industrie, il doit évoluer, il doit se transformer. On parle aussi beaucoup de relocalisation. Si on relocalise la production ici, forcément, il y a des gens à former, il y a des locaux à retransformer, etc., etc. Donc, forcément, il y a des opportunités. Qui dit changement de paradigme, dit forcément opportunité entrepreneuriale. Voilà, donc si vous avez aimé cette conférence, vous pourrez retrouver des formations sur ces mêmes thèmes et sur plein d'autres thèmes différents. Gestion des ressources financières, conduire un projet entrepreneurial, études de marché, business plan, aide à l'entrepreneuriat, prévisionnel, tableau de bord, etc. Tout ça, c'est éligible, CPF, FNE, PSE, etc., etc. N'hésitez pas, appelez le numéro qui est ici, envoyez un mail, visitez le site internet de Créactif. Les équipes seront là pour répondre à toutes vos questions. Et vous pourrez bénéficier gratuitement en 15 minutes d'un diagnostic projet simplement en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers en entrepreneuriat via ce lien. L'idée, c'est quoi? C'est d'analyser votre situation, valider vos prérequis, déterminer un parcours sur mesure adapté à vos besoins et à votre projet, identifier les dispositifs de financement dont vous pouvez bénéficier et vous accompagner dans vos démarches. Je vous ai remis le lien et le numéro de téléphone pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route et qui n'étaient pas là au début. Voilà. Alors, il y avait des petites questions. Donc, je répète, mais oui, le support de présentation, vous allez le recevoir si vous vous renommez bien sur Zoom. Donc, c'est-à-dire si on arrive à vous identifier. Donc, je vous invite à mettre votre nom et votre prénom. Que vous renommiez et après on pourra vous émarger et vous envoyer le support. Il y en a qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment, on est en train de faire l'émargement,
Donc, voilà, je vous mets la petite manip pour vous renommer. Pas la peine de le faire dans le chat. Il faut le faire directement sur votre profil Zoom. Alors, des petites questions. Corentin, il y en a eu plusieurs. Hop. Peut-on avoir le lien pour la vitrine et vente sur Internet pour la création de la société? Ah oui, alors le lien, oui, alors donc c'est peut-être les services dont je parlais. Donc il y a par exemple j'ai parlé de Oui, je pense que c'était Shopify. Shopify. Voilà, donc Shopify, je peux le mettre ici dans le chat. Hop, voilà. Ici, Shopify pour créer un site e-commerce très rapidement, très facilement et de manière peu onéreuse. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que tu peux rappeler la signification de B2B et B2C? Oui, donc B2B, donc business to business. Donc, mes clients, ce sont eux-mêmes des business, ce sont eux-mêmes des entreprises, des sociétés. D'accord? Je vends quelque chose à des sociétés. Par exemple, je suis consultant en informatique et j'installe des réseaux dans les sociétés. Je fais du B2B. Mes clients, c'est des entreprises. Et le B2C, c'est business to consumer. Donc, mes clients sont des particuliers. Par exemple, je suis un restaurateur. Mes clients, ce sont des particuliers. Donc, je fais du B2C. Est-ce que les commerces créés via Shopify permettent de respecter les normes de conditions générales de vente et RGPD? Oui, alors de manière générale, de toute façon, je vois qu'il y a justement une réponse sur ce sujet de Chris. Respecte la RGPD pour les CGV, il propose un fichier type à modifier si besoin. Effectivement, le respect de ces règles. Effectivement, c'est vous qui le faites, pas Shopify. En fait, Chris, il a tout à fait raison. Vos CGV, vos conditions générales de vente, vous les rédigez vous-même ou encore beaucoup mieux, vous les faites rédiger par un avocat et vous les publiez sur votre site internet. Et évidemment, c'est facile à publier sur le site internet Shopify. Il y a Adeline aussi qui met, il y a une solution française qui s'appelle WheezyShop. Oui, alors des solutions pour faire des sites e-commerce, vous en avez des millions. Donc oui, WheezyShop, PrestaShop. J'ai cité Shopify parce que c'est le plus répandu aujourd'hui, le plus connu, le leader. Mais effectivement, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, 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 plein. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Corentin sur sa présentation, conférence? Que pensez-vous de Wix? Wix est un excellent outil pour créer des sites web vitrines. C'est vraiment un outil que je recommande chaudement. WordPress, alors WordPress, effectivement, vous pouvez utiliser WordPress, mais c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main, alors que Wix, pour le coup, c'est très facile à prendre en main. Wix et Shopify sont très faciles à prendre en main. Wix encore plus d'ailleurs. WordPress, c'est plus compliqué. Alors après, si vous voulez vraiment savoir et vous former pour créer votre site internet, on le propose chez Créactif. Et pour le coup, on vous forme sur WordPress. Donc, vous avez, ça c'est en 8 jours pour vraiment créer votre site internet et savoir le mettre à jour pour plus tard. Donc voilà, donc ça, on propose des formations si vous avez vraiment des besoins en création de site internet. Webflow, effectivement, c'est un très bon outil aussi. Simplebo aussi, très bien. Alors, des noms d'applications pour créer des applications mobiles, ça, j'en ai pas en tête, mais je pense que c'est assez facile de trouver avec une recherche Google. Mais j'en ai pas en tête, j'en ai pas à vous recommander. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a aussi un véritable boom des boîtes de vélos, artisans, activités Oui, commerciales, plombiers, infirmières libérales, déménageurs et bien sûr les livreurs. tout à fait. Cassia, tu as entièrement raison. Et ça va exactement dans la tendance dont on parlait du green, effectivement. Et donc, ça, c'est une très bonne idée. D'abord, si vous vous lancez à vélo, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, allez laver les vitres, les fenêtres chez les particuliers ou chez les entreprises à vélo. Et ben, c'est un argument supplémentaire écologique pour le client. Et en plus de ça, ça vous permet d'économiser les frais d'essence.
En tant qu'entrepreneur, hein, il n'y a pas de petites économies. Est-ce facile de créer une société en conseil environnement? Alors, oui, parce que créer une société de conseil, c'est toujours très facile parce qu'il suffit de créer la structure juridique et ça y est, vous êtes consultant, vous faites du conseil. Le plus difficile dans le conseil, c'est de trouver son premier client. Le premier client qui va vraiment vous payer pour vos prestations. On a une formation ici qui s'appelle Devenir consultant, justement, chez Créactif. Donc, c'est facile, oui, de créer la société. Par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver ses premiers clients et surtout de faire correspondre son offre avec le marché. Que pensez-vous du coaching? Alors, oui, pourquoi pas. Maintenant, attention, il y a une concurrence très féroce aujourd'hui sur le coaching, donc c'est difficile d'émerger. C'est facile de créer son activité, mais c'est difficile de trouver suffisamment de clients pour en vivre aujourd'hui. Wix, la qualité rendue n'est pas au rendez-vous, il y a trop de liberté. Bon, après, je conseille Squarespace, effectivement, c'est un autre outil, ou Ghost. Très bon pour la santé, exactement, Cassia, complètement sur le vélo. Est-ce que le conseil et la formation est fructueux? Bah, écoutez, c'est une bonne question. Ça peut l'être si vous avez plein de clients et si vous arrivez à gérer beaucoup de clients. Encore une fois, le conseil et la formation, ce qui va être clé, c'est de trouver les clients et trouver un flux régulier de clients. C'est ça qui va être le plus compliqué dans le conseil et la formation. Que pensez-vous du secteur de l'aménagement d'intérieur? C'est un secteur clairement, Charlotte, en plein essor. Je pense qu'il y a plein d'opportunités à prendre sur ce secteur et nous, chez Créactif et autre part et ailleurs, on connaît plusieurs entrepreneurs qui se sont lancés sur ce domaine et qui cartonnent. Donc, Charlotte, oui, c'est toujours un peu la même histoire et la même réponse. Il faut réussir à faire correspondre son offre avec le bon marché. Si vous êtes trop haut de gamme, trop cher, bah, ça n'ira pas sur un certain marché courant. Si vous êtes à l'inverse trop bas de gamme, ça n'ira pas sur un marché luxe, par exemple. Donc c'est basique hein, ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire correspondre votre offre en tant que décorateur d'intérieur, aménageur d'intérieur, avec vos clients. Ensuite, il y avait les apps mobiles, pas de magie. Effectivement, ça passe par du développement. Ça ne vise pas coach non plus. Effectivement, il faut se former. Et encore une fois, le marché est quand même assez bouché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coachs sur le marché. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas qui réussissent. Évidemment, il y en a plein qui réussissent. Mais c'est beaucoup plus encombré que, par exemple, si vous vous lancez aujourd'hui, si vous vous formez comme développeur informatique, ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients. Proposez-vous des formations où vous démarchez des grands comptes ou faire de la communication à destination des entreprises? Oui. Oui, oui. Du coup, Morgane vous a mis dans le chat. On a notamment une formation qui s'appelle Communiquer pour trouver des clients. C'est une formation qui est un peu incontournable chez nous. Il y en a beaucoup qui la font. Ça vous permet d'avoir les bases. Voilà. Donc, et puis après, vous avez aussi des formations plus spécifiques sur tout ce qui est technique de vente, argumentaire commercial, comment gérer votre prospection. Bon, là, on va être un peu plus sur du commercial, mais vous avez la partie communication et commerciale qui peut être proposée sur différents modules. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de faire un petit rendez-vous. Comme ça, on arrive à bien identifier vos besoins. Charlène, que pensez-vous du secteur des hébergements insolites? Tu as raison, très bonne idée. C'est un secteur en hausse et c'est un secteur qui va repartir après la crise, comme tout le tourisme. Donc oui, je dis fonce. Comment peut-on… Alors, Mélanie, elle pose la question fondamentale dans l'entrepreneuriat. Comment peut-on trouver les clients? Eh bien, Mélanie, c'est la question. C'est la question de l'entrepreneuriat. Bah, écoute, comment peut-on trouver les clients? Soit, c'est simple, hein, soit on sort de son bureau et on va les chercher là où ils sont. Donc, on va les chercher dans la rue, on distribue des flyers, on met des affiches. On va les chercher sur Google, on fait de la pub sur Google. On va les chercher sur Facebook, on fait de la pub sur Facebook. On va les chercher dans des magazines, on fait de la pub dans des magazines. On va les chercher en donnant des conférences dans des salons, en prenant un stand dans un salon, etc., etc. Mais aussi, on va les chercher en se faisant le plus attractif possible pour qu'ils viennent à nous. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine, de long terme. On publie du contenu sur des blogs, on a un beau site internet, on fait parler de soi, etc. etc. Et surtout, on soigne son service pour que le bouche à oreille fonctionne. Tout ça, ça prend du temps. Mais Mélanie, c'est la question fondamentale. S'il y avait une seule question à se poser en entrepreneuriat, c'est celle-là. Comment je trouve mes clients?
Si je vous dis solution commerciale externalisée, est-ce que vous pensez que c'est porteur? Oui, bien sûr, parce que tout le monde a besoin de trouver des clients et les gens sont prêts à payer pour trouver des clients, donc oui. On parle peu de tourisme de savoir-faire. Est-ce porteur? De manière générale, le tourisme est en très forte croissance depuis 20 ans. Et alors évidemment, là, depuis 18 mois, c'est à l'arrêt, mais dès que ça va repartir énormément. Donc oui, c'est porteur. Que pensez-vous du métier de fleuriste, mais dans un schéma différent, vente par Internet sur commande de bouquets frais et séchés de région et saison uniquement? Très bonne idée. Pourquoi c'est une très bonne idée? Parce que d'abord, vous économisez un loyer ou en vendant uniquement à distance et sur Internet. Après, le problème, c'est que forcément, même sur Internet, il y a beaucoup de concurrence. Mais ce que j'aime bien dans votre idée, c'est que vous pensez tout de suite à vous différencier en disant je vends des bouquets frais et séchés de région et saison uniquement. Donc là, vous êtes sur une niche, vous êtes sur une différenciation et c'est ça qu'il faut chercher en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si vous vendez les mêmes bouquets que tout le monde, pourquoi on viendrait chez vous? On va venir juste chez vous parce que vous êtes le moins cher ou alors c'est parce que vous avez le meilleur service. Mais si vous êtes uniquement sur cette niche de bouquets frais, séchés de région et saison, là, on va penser à vous tout de suite pour cette niche-là, ce besoin-là en particulier. Et les autres le font peut-être pas. Comment gérer le risque d'arriver sur le marché après la tempête, c'est-à-dire après la réouverture globale des business au déconfinement? Eh bien, lancez-vous maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Pour les fleurs, OK, j'ai pas de son. Je vois une explosion d'instagrammeurs, influenceurs sur le net suite au covid, effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode, c'est pas du tout un effet de mode. Ça fait des années qu'il y a déjà des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs et cetera. C'est une tendance de fond. Maintenant, c'est très difficile de construire un modèle économique là-dessus, viable. En gros, il faut atteindre une audience très forte de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous suivent. Et pour ça, il faut publier beaucoup de contenu et beaucoup de contenu qui va précisément répondre à une demande de votre audience. Et ça, c'est pas simple et ça prend surtout beaucoup de temps. Est-ce difficile de devenir freelance quand on est programmeur dev depuis 15 ans? Non, c'est pas difficile. Tu crées ton activité auto-entrepreneur, tu commences à le faire savoir un peu à droite à gauche à tes anciens employeurs et autour de toi, et tu verras qu'en quelques jours, en quelques semaines, tu auras des missions qui tomberont. C'est pas vrai pour tous les métiers, mais pour le tien, c'est vrai, Hélène. Est-ce risqué actuellement de se lancer à deux en couple? Bonne question. Alors actuellement, pas plus que d'habitude. Heu, Maintenant à 2, il y a forcément plus de risques parce que, c'est, mélanger le pro et le perso donc je dirais que c'est pas plus risqué actuellement. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est, de bien, prévoir la chose avec un pacte d'actionnaires ou des statuts vraiment solides de votre entreprise qui seraient rédigés vraiment avec un avocat et cetera pour, envisager hélas, les mauvaises situations de séparation, par exemple. OK. Peut-on regrouper en une seule entreprise? Boutique physique, vente en ligne et conseil à domicile sur rendez-vous? Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. C'est toujours une bonne idée de regrouper parce que ça vous fait plusieurs flux de revenus différents et un modèle économique solide et diversifié. Vous connaissez cet adage: «On ne met pas tous ses œufs dans le même panier», c'est exactement pareil en entrepreneuriat. Quelle est la part du budget de communication versus le produit? C'est une très bonne question, qui est, posée par, Manillet. Hem, Ça va dépendre du secteur d'activité, de l'intensité concurrentielle et des, paniers moyens de ce que vous vendez. Mais en gros, c'est toujours un aspect que les entrepreneurs négligent ça, la communication. La communication, la publicité, c'est très important, c'est le nerf de la guerre et il faut absolument prévoir des budgets importants pour la communication. Finalement, si vous avez un en fait, ce qu'on observe, c'est que celui qui a un produit moyen plus et qui est très bon pour communiquer, pour le vendre, il va très bien réussir. Et celui qui a un produit extrêmement qualitatif, bien meilleur, mais qui ne sait pas bien communiquer, il va beaucoup moins bien marcher. D'accord? Vous pouvez trouver ça dommage, dégueulasse, tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a tellement de produits différents sur le marché et d'entreprises différentes sur le marché, il y en a des milliards, que forcément, ceux qui gagnent, c'est ceux qui émergent. Ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs produits, c'est ceux qui émergent. Et pour émerger, il faut communiquer. Que pensez-vous de l'ouverture d'une boutique concept store avec en plus un e-shop, mode autour de la femme et femmes enceintes, avec organisation d'événements,
avec les professionnels de la santé et clientes. Oui, c'est évidemment un secteur très porteur, puisque ici, je vois plusieurs choses, femmes enceintes, sport, concept store, mode. Tout ça, c'est des secteurs qui fonctionnent bien, évidemment. Maintenant, il faut faire attention parce que vous me parlez d'organisation d'événements. Ça veut dire que, qui dit organisation d'événements, ça veut dire qu'il faut avoir un local. Et donc, un local, ça coûte cher. Il faut payer un loyer. Donc, attention, est-ce que tu peux, tu peux facilement rentabiliser ce loyer? C'est ça la question à se poser. Secteur du loisir post-crise, oui, clairement, comme on disait, hein, le tourisme, le loisir, tout ça, ça va redémarrer à fond après la crise, c'est clair. Que pensez-vous du secteur scolaire, du service scolaire spécialisé dans les sciences, sciences informatiques? Oui, très bonne idée. Pour enlever les blocages en maths, oui, clairement. Clairement. Je pense que c'est un très bon concept et je pense que, enfin, on a vu beaucoup chez Créatif et ailleurs de gens se lancer sur ce secteur et trouver des clients. Donc forcément, je pense qu'il y a un créneau là-dedans. Tourisme local, oui. Tourisme à l'international, alors pour l'instant, aujourd'hui, non, parce que tout est fermé. Maintenant, oui, le jour où ça repart, oui, clairement, les gens vont avoir envie de voyager. La domotique étant actuellement une activité domotique à part entière pour les particuliers avec des solutions sur mesure évolutives. Oui, je pense qu'il y a un créneau. Maintenant, attention, les particuliers qui peuvent se payer des solutions de domotique, il n'y en a pas beaucoup, ce sont les plus fortunés. Donc, il va falloir avoir un discours adapté à ces gens-là, à pouvoir les trouver, les cibler. Mais effectivement, pourquoi pas. Le soutien en mathématiques, oui. Oui, pour besoins particuliers, sourds, autistes. Encore une fois, Emmanuel, c'est bien parce que vous vous différenciez sur le marché. Vous êtes sur une niche et ça, c'est une très bonne manière de trouver des clients parce que quand vous vous différenciez sur le marché, vous émergez et forcément, les gens arrivent à vous connaître plus facilement que si vous étiez un produit lambda, un service lambda comme tous les autres. Je suis désolée, Corentin, on va devoir arrêter parce qu'il y a Yes, la prochaine conférence qui commence et on a déjà 10 minutes de retard. Donc, yes. si on commence comme ça, on va finir très tard ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a tous plu, mais vu les retours, ça avait l'air d'être hyper intéressant aussi pour vous. Si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers entrepreneuriat. Ils pourront déjà vous aider et répondre aux premiers et voir si vous pouvez envisager de créer votre entreprise. Merci Corentin et du coup, Merci à on tous va et bientôt… bonne création. voilà, donc vous pouvez retrouver Corentin chez Créactif, puisqu'il anime plusieurs de nos formations, notamment celle qu'il disait, devenir consultant indépendant, mais aussi tout ce qui est levée de fonds. Si vous avez déjà une envie de lever des fonds, Corentin est expert sur ce sujet. Voilà, et puis après, vous pouvez aussi le retrouver sur des formats un peu plus individuels ou personnalisés. Merci beaucoup, Corentin. Merci, à bientôt.